Les autres titres de la collection fiction restent dans une veine assez dumazienne. Tout à l'heure, avant d'attaquer la rencontre, on discutait un peu, et tu évoquais la figure de Stevenson. C'est peut-être encore plus juste que Dumas pour qualifier la fiction telle que vous la présentez, et notamment une de vos dernières sorties qui est Un blanc de Mika Biermann. C'est un premier roman, je crois. C'est pas un premier roman. Comme dit un ami, Mika Biermann a su éviter avant Un blanc de tomber dans le piège de l'érotisme pour faire du porno hard. Et donc il a écrit des livres durs. Enfin durs, non, ils sont très bien, hein. C'est un genre. Bon. Et donc ce livre-là est son premier livre publié qui ne soit pas dans la veine dans laquelle il était jusqu'à présent. Alors, Un blanc, c'est l'histoire d'une expédition scientifique qui décide de partir au pôle Sud et pour une mission de première importance, puisqu'il s'agit de tirer une fusée de feu d'artifice pour le Nouvel An depuis le pôle Sud. De ce point de départ, on a un récit multiple. Alors ça commence, on voit ça comme un vrai récit d'aventure bien documenté, qui s'appuie sur des sources. D'ailleurs, il les cite au début, et puis dans les sources, on se rend compte qu'il y a quand même une voyante qui a réussi à interroger un personnage qui est mort, une succession de fiches, des journaux assez délirants, quelqu'un qui a été interrogé depuis sa prison, je crois. Et bref, on a un roman qui met en scène plusieurs personnes, plusieurs groupes qui vivent cette aventure un peu à leur manière, parfois détachés, parfois ensemble. Et pour finir cette soirée, on a décidé de vous lire un extrait un peu croustillant, parce qu'il y a des personnages qui, à défaut d'être hauts de taille, le sont en couleur. Et c'est notamment le cas de Hoc Patier, le cuisinier à bord de l'Astrophan, qui est nain et à qui il est arrivé une sale histoire. Le salaud nous a saboté les machines, cette expédition à la poisse. D'abord le patron et 3 autres restent sur l'iceberg, ensuite un dingue se barre en nous laissant dans la merde, et maintenant les patates chiliennes s'avèrent pleines de pourriture. Dans toute la cale, ça sent le fond d'évier en macération. Je vais devoir me rabattre sur du riz, qu'on a embarqué en quantité invraisemblable, ou sur des pâtes. Je ne sais pas quel est l'idiot qui s'est occupé des courses, mais je n'ai trouvé que des paquets de nouilles alphabet. Quand on disséquera nos cadavres, le médecin légiste pourra probablement lire l'avenir dans nos entrailles. Puisque les machines sont arrêtées, il fait froid sur le bateau. Le seul endroit chaud est ma cuisine, où je chauffe au gaz. Du coup, ils viennent tous ici sous des prétextes fallacieux et me parlent gentiment, comme si ce con de Württemberg ne m'avait jamais traité de nain maudit devant toute l'équipe. En général, je les vire à coups de pompe. Jack, le mécanicien, m'a dit qu'il en aura pour plusieurs journées de réparation. Il porte un épais bandage autour de la tête. Je l'appelle Gonzo. « Hey Gonzo !» et je dis, « Tu veux un peu de beurre pour qu'il puisse mieux t'enculer ?» Il est parti, les lèvres pincées, le faillot. 6 personnes de moins, ça fait moins de travail. Du coup, le soir, après la vaisselle, je ferme la porte à clé, allume la gazinière tout bas, en tête à tête avec une bouteille de mon stock personnel, les pieds au chaud dans le fourneau, la pénombre rouge d'un soleil éternellement mourant devant le hublot. Si j'avais su qu'on allait rester coincé, j'aurais ramené une poupée gonflable pour me tenir compagnie. Faut pas croire que je ne fais pas mon travail, hein. Je suis cuistot je reste. On peut éventuellement me qualifier de nain maudit, mais on n'a aucune raison de critiquer ma cuisine. Au souper, un excellent potage, des succulentes et fondantes côtelettes de veau pané, une bouillie, des pommes cuites. Après le repas, réunion. Je reste près de la porte, je n'ai rien à dire. Württemberg, qui se sent pousser des ailes de chef, nous dit que la radio est irrécupérable, que l'Astrophan dérive un peu par-ci, un peu par-là, et qu'on va tirer une fusée de détresse toutes les 4 heures. Il se croit dans le canal de Panama, ma parole. Puis, c'est le tour de Gonzo de nous expliquer qu'il a besoin d'aide dans la salle des machines. Chant lui a saboté les 4 brûleurs. Il faut démonter le tout. Württemberg me demande l'état des provisions. Je dis qu'on sera mort d'ennui avant de mourir de faim. Paulin nous donne des nouvelles de Vobienchkov, qui souffre, délire et va très mal. Puisqu'il n'y a aucun moyen d'appeler des secours, le docteur a décidé de tenter une opération de la dernière chance demain matin. Ensuite, c'est la foire aux idées. La grosse propose une prière. Sylva Dahl réclame des armes. Tozil veut savoir s'il y a moyen de boire un coup de temps en temps pour se réchauffer, et ainsi de suite. Paulin demande si quelqu'un dans l'assistance a une quelconque expérience chirurgicale. Je dis que je sais découper un poulet.
Tous se retournent et me regardent. Je ne raconte pas que j'étais infirmier dans l'armée pendant la guerre du Golfe, ils sont capables de me croire. Je rajoute que je suis d'accord pour donner un coup de main, si ça ne retarde pas le dîner de demain. Potage, volaille, petit pot à la vanille, pommes cuites. Le lendemain, j'apporte de l'eau chaude et des torchons propres dans l'infirmerie, où Vobienchkov, le pauvre diable, gît sur la table, l'aiguille d'une perfusion dans le bras. La pièce est exiguë, froide et éclairée seulement par la lumière du jour, les batteries étant à plat. Tozil s'est proposé pour tenir une lampe torche. Paulin dénude le ventre du blessé. Ça a vraiment l'air laid. Le trou cerné de bleu est rempli d'un liquide bordeaux. Il ressemble à un petit volcan endormi. Je me demande si on ne devrait pas mettre des masques. Je lui fais une injection de gargocyle, mais ça n'est pas une vraie anesthésie. S'il commence à bouger, il faut lui tenir les bras et les jambes. Il semble nerveux. Enfin, moi je le suis un peu. Un poulet au moins est déjà mort. Tozil braque sa torche sur le trou. Il a l'air plutôt content, lui. Paulin approche son long pif gris. Je vais ouvrir la plaie et la sonder. Si la balle n'est pas trop loin et aucun organe vital touché, il a une chance avec les antibiotiques. Vous allez tenir les bords avec ces pinces. Il se met à scier avec un scalpel. Debout sur une chaise, je tire doucement sur la peau. Du sang coule sur les flancs du russe. Paulin plonge à tout hasard une pincette dans la rivière. Avec ses lunettes rondes et le bec penché qui lui sert de nez, il a l'air d'un corbeau qui inspecte le cadavre d'un hérisson. Ah, je vois rien. Il a plongé presque toute la pincette dans le ventre de Vobienchkov. Tozil éclaire plus nos mains qu'autre chose. Le trou, Tozil, le trou. Faudrait y mettre de l'alcool, dit le matelot imperturbable. Paulin coupe un peu plus. Écartez avec vos doigts. Je plonge mes pouces dans la source chaude. Le docteur enfonce son index, qu'il a long et osseux, et prétend sentir quelque chose. Ça doit être la colonne vertébrale. Ce n'est pas le moment pour vos blagues. J'en connais une bonne, dit Tozil. C'est l'histoire d'une courgette, d'une banane et d'une bite. J'espère qu'il est en bonne santé, parce que le docteur lui jette un regard assassin. Un petit jet rouge s'élève au-dessus de la plaie, comme une fontaine de jardin, et meurt. Vous avez pété quelque chose? Faut ouvrir plus. Docteur, vous en êtes presque au sternum. On retire nos doigts en même temps. Le ventre reprend sa forme, dégobillant du sang très liquide qui commence à couler par terre. J'en ai marre. La cuisine m'attend. Foutu pour foutu, je rentre toute ma petite main potelée dans la fente. Des choses molles et élastiques s'effacent sur le côté. Je touche quelque chose de lisse et dur qui bouge et glisse. J'y vais jusqu'au poignet. Vobienchkov ouvre les yeux et redresse le buste. Ma main est coincée. Tenez-le! Le russe est maintenant debout. Il semble avoir une méchante idée derrière la tête. Ses yeux dans les miens sont vitreux. Il se met en marche, les jambes raides, et moi, je saute de la chaise et je recule, la main dans son bide, jusqu'à ce que je bute dans l'armoire à pharmacie. Mais faites quelque chose! Tozil donne un coup de torche sur l'occiput de notre patient qui s'écroule. Ma main sort avec un grand bout de succion. On le remet sur la table. Il y a du sang partout. La lampe est foutue, mais on voit quand même un bout de saucisse bleue qui émerge de la plaie. Faudrait le recoudre, constate Tozil avec son bon sens habituel. Je crains le pire, dit le docteur, l'air dépité. Pas si sûr. Et je leur montre la balle au creux de ma main, rouge comme le soleil de minuit. Voilà. Merci beaucoup, on va terminer la soirée là-dessus. Merci Franz d'être venu nous parler de manière passionnante de ton catalogue. Merci à vous. Merci Elsa, merci à la librairie du MK2 Quai de Loire qui nous accueille tous les mois. Et puis merci au public nombreux. On va faire une petite pause pendant les vacances là, et on reprend en septembre, normalement fin septembre, avec les éditions du Sonneur. Merci beaucoup. Merci.